podcast signé Studio Dilettante. Bonjour à tous et à toutes. Ce que vous allez écouter est un enregistrement réalisé durant les actes du premier colloque organisé par le Laboratoire des Imaginaires, un événement intitulé Espace Imaginé. Alors, qu'est-ce que le Laboratoire des Imaginaires ? On est une association basée à Rennes qui valorise la recherche sur les cultures de l'imaginaire. On parle de jeux vidéo, de romans, de fantasy ou de SF, de bandes de ciné, de cinéma. On s'efforce de déclencher des rencontres entre les jeunes chercheurs dans ces domaines, d'organiser des événements comme le colloque pour permettre un regard interdisciplinaire sur le sujet et surtout de faire en sorte que ces travaux ne restent pas uniquement dans les murs de l'université, mais soient accessibles à tout le monde. Alors pour ça, on a donc prévu de publier les actes du colloque sous peu. Il y aura un format papier qu'on compte diffuser grâce à un système de prévente qui se tiendra sur les mois de juin, juillet et août 2020. Et on les diffusera également gratuitement en ligne pour permettre à chacun d'accéder à ce travail. Dans la même optique, on vous partage aujourd'hui l'enregistrement de la communication de Aurore Nourri, intitulée « Où se trouve la Terre du Milieu ?» de l'incarnation d'un nouvel imaginaire collectif dans l'espace quotidien. On espère que ça vous plaira et n'hésitez surtout pas à nous faire des retours. À très bientôt et bonne écoute. So long as these problems are not solved, so long as ignorance and poverty remain on earth, these words cannot be useless. Pour commencer du coup la matinée, moi j'aime pas faire les choses de manière très régulière, donc je vais vous faire un petit jeu. J'espère que vous connaissez tous à peu près Tolkien, sinon ça va tomber à l'eau un petit peu, mais bref. Alors, si je vous parle rapidement, j'aurai 3 questions pour vous. Si je vous parle rapidement d'une compagnie de personnages un peu hétéroclites, de races différentes, qui part à l'aventure, dans un contexte médiéval, le tout avec un passage dans une mine et une histoire un peu ambiguë de trésor, vous allez certainement me dire Tolkien en premier, mais honnêtement, ça peut être la manière de décrire une branche interminable de l'imaginaire contemporain. Et la première chose personnellement qui m'est venue en tête à ce moment-là, c'était la parodie de Naulbeuk et c'était pas Tolkien. Donc on était quand même dans quelque chose de très différent. Bon, ça c'était juste la première remarque. Deuxième chose, même manière, vous voyez la carte ici. Vous pourriez vous demander si c'est la reconstitution d'un quartier de la cité de Minas Tirith par un fan. Alors un fan hollandais, vous voyez qu'il y a certains noms qui sont un peu particuliers. Mais non. C'est une carte réelle d'un quartier d'une ville aux Pays-Bas qui s'appelle Geldrop. Et c'est le maire qui a décidé que tous les noms des rues seraient des noms de personnages de Tolkien. J'ai trouvé ça absolument incroyable, donc je vous le laisse un petit peu à l'écran. C'était donc Geldrop. Voilà. Et troisième petite question. Si je vous demande de décrire ce qu'est un hobbit, je suppose que vous allez certainement me dire un semi-homme, pieds poilus, les boucles sur la tête, etc., etc. Non plus. Il s'agit de l'un des surnoms donnés à l'homme de Flores, qui est une branche de l'évolution humaine sur l'île de Flores, justement dans le Pacifique, à laquelle on a donné le nom de Hobbit parce que justement il était tout petit et que c'était beaucoup plus pratique de l'appeler Hobbit que Homo floresiensis. Voilà. Donc là, je vous ai donné 3 preuves de l'incursion de l'imaginaire de Tolkien dans des espaces réels. L'espace narratif, l'espace géographique, l'espace scientifique, vous verrez qu'il y en a bien d'autres. Ce qui est intéressant dans ces incursions, c'est qu'elles ne sont pas passives. On n'est pas juste en train de subir le fait que c'est un imaginaire qui a du succès et du coup, les références se répandent telles quelles. Non, 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 c'est vraiment la volonté des lecteurs de transporter cet imaginaire-là dans leur quotidien. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. L'intérêt de ma recherche dans ma thèse, puisque c'est un chapitre de ma thèse, réside justement dans cette pénétration volontaire de la fiction dans le réel. Et c'est ce que je vais essayer de voir aujourd'hui avec vous. Alors, j'ai divisé le tout en 3 parties. On va voir les incursions de la fiction, de l'imaginaire de Tolkien dans l'espace physique, dans l'espace artistique, et puis ensuite dans l'espace social, alors politique et communautaire, ça va être un petit peu les deux. Il y a plusieurs autres catégories que j'aurais pu faire, notamment l'espace psychologique, le développement individuel, les catégories de pensée. Il y a vraiment plein de choses très différentes, mais on va rester sur ces 3-là parce que sinon je vais beaucoup trop parler. Et dans chaque partie, du coup, je vais observer toujours le même fonctionnement. Vous allez voir, je vais vous faire une partie un petit peu plus descriptive où je vais vous montrer des choses que j'ai pu découvrir, des pratiques que j'ai pu découvrir. Je vais me demander pourquoi c'est justement l'imaginaire de Tolkien qui est venu, qui a été utilisé par les lecteurs plutôt qu'un autre, parce que finalement, c'est une question qui est quand même pertinente. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait Tolkien plutôt que quelqu'un d'autre ? Et enfin, je vais essayer de comprendre le sens que ça a pour les lecteurs d'utiliser cet imaginaire au quotidien dans toutes leurs pratiques. Et pour tout ça, du coup,
je vais, comment dire, la question principale, ou en tout cas la motivation principale que j'ai, vous me direz à la fin si vous considérez que j'ai été juste ou pas, mais c'était de me dire que finalement, toutes ces pratiques permettent au lecteur ou au récepteur, à chaque fois que je vais dire lecteur, ça va être le récepteur de la fiction en général, mais lecteur, c'est plus pratique à dire. Mais toutes ces pratiques que je vais vous décrire permettent au lecteur en général de mieux habiter le monde, en fait, de mieux faire un retour sur le monde, que ça soit de manière individuelle ou collective, à la manière qu'a Tolkien de décrire ce que sont les mondes secondaires et mondes primaires. Et ces deux concepts chez Tolkien, je vais vous les expliquer assez vite. Alors, je vous ai mis ici vite fait une petite bibliographie, qui est pas gigantesque, vous le voyez. Bayard, en fait, j'aurais vraiment voulu vous en parler, mais je vais pas l'utiliser tant que ça. Mais c'est pas grave, il est très bien ici. Anne Besson, évidemment, parce que là-dessus, elle est l'une des pionnières. Elle parle, c'est l'une des grandes références. Alors, j'ai mis les paralittératures de Boyer aussi, je vous le citerai que très peu. Mais pour ce qui est de tout ce qui est la différence entre littérature populaire et littérature classique, on a beaucoup de mal à bosser sur ça en France. C'est l'un des rares qui nous fait une petite histoire un petit peu des littératures qu'on ne connaît pas, mais qui ont existé depuis l'invention de l'imprimerie. Et puis, dernier, le plus important, ça, c'est vraiment une référence que vous avez envie de lire dessus, notamment les concepts de monde primaire, monde secondaire sont là, dans l'article du conte de fées que vous retrouvez en français dans Les monstres et les critiques, qui est l'un des rares textes théoriques de Tolkien, mais qui est vraiment très éclairant. Voilà. Alors, on y va. Je vous ai mis une jolie image en plus. Alors, les incursions du coup de l'imaginaire de Tolkien dans l'espace physique. En général, vous allez voir que l'idée, ça va être de s'enchanter soi-même et donc d'enchanter le monde avec soi. Alors, le premier cas que je vous ai donné, le premier cas que je veux vous citer, c'est le cas de tout à l'heure, celui de la ville de Geldrop. J'ai vérifié. Il n'y a pas de rue Gavroche ou de rue Cosette. Les personnages sont entrés dans le langage commun, mais il n'empêche qu'ils n'ont pas de rue. Mais on a une rue Gandalf. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cette rue Gandalf ? Bon, c'est un personnage connu, d'accord ? Il y avait des rues Pipin, il y avait des rues Gimli. Mais si je vous la remets plus rapidement, il y a des personnages quand même dont les noms sont pas très connus. Varda, Silmarien, Amroth. Alors moi, je les connais par cœur, pas de problème. Mais je suis pas sûre que tout le monde les connaisse. Et surtout, la question, du coup, c'est pourquoi offrir à ces personnages un hommage qui est réservé normalement aux personnalités publiques ou aux grands événements. Là, il y a quelque chose d'assez étrange. Surtout que cette ville-là n'a strictement aucun lien géographique, historique, personnel avec Tolkien. Juste vraiment cette décision municipale. Alors peut-être que le maire s'est rêvé en Sam Gamgee, qui était maire de Hobbitbourg aussi, et qu'il a rêvé d'avoir une lettre du roi Aragorn qui lui donnerait le titre de conseiller du Nord, enfin peut-être. Bon, mais en tout cas la question reste ouverte. Moi j'ai pas pu encore avoir un contact avec les gens de Geldrop. Je parle pas le néerlandais en plus, mais qu'importe. La question reste ouverte. On ne sait pas pourquoi ils ont pris cette décision. Alors le cas de cette incursion de l'imaginaire dans le réel est un peu paradoxal, puisque l'immersion vraiment ne tient strictement à rien dans cette ville, juste au nom. La ville ce quartier en tout cas est un quartier des années 70 qui est finalement très commun dans l'architecture. Il n'y a rien d'incroyable, rien qui nous semblerait toucher au médiéval ou quoi que ce soit. Donc on a juste la nomenclature qui est présente, mais il n'empêche, beaucoup de gens, dès qu'ils ont découvert ces quartiers, ont commencé à essayer d'y aller par principe pour aller voir la rue Gandalf, Pipin, etc. C'était assez intéressant. Alors c'est pas le seul lieu où ce genre de choses se passe. Vous allez me dire, mais Aurore, tu n'as pas encore parlé de la Nouvelle-Zélande. Oui, j'y arrive. Évidemment, les films de Peter Jackson ont, avec l'image en plus que vous avez là, qui est très jolie, ont façonné l'imaginaire visuel de la fiction de Tolkien. Et évidemment, on a c'est l'un des imaginaires qui, ne pouvait pas être dans le réel. Vous avez Dumas, c'est dans Paris, Sherlock Holmes, ça sera dans Londres. La Terre du Milieu, c'est compliqué quand même de la situer, mais là, on la retrouve en Nouvelle-Zélande et on a littéralement un tourisme qui est à la fois, certes qui est une pratique mercantile, mais qui en même temps est très proche du pèlerinage, qui se développe autour des lieux qui sont restés des décors des films.
qui sont autant de modifications dans le paysage, autant de possibilités d'immersion possibles. La Nouvelle-Zélande, ce n'est plus seulement la Nouvelle-Zélande, mais c'est aussi cette espèce de lieu de passage pour toucher la terre du milieu. Je vais juste vous donner quelques chiffres pour vous amuser un peu. Depuis la sortie des films, le tourisme en Nouvelle-Zélande a augmenté de 40%. Voilà. En 2000, on avait 1,7 million de visiteurs. En 2006, on en avait 2,4 millions. C'est surtout dans les lieux de tournage que ça se passe. Et c'est très conscient puisque des professionnels du tourisme néo-zélandais disent que c'est le plus beau cadeau publicitaire offert à la Nouvelle-Zélande, la fiction de Tolkien. Bon. Je le répète encore une fois, l'argent n'est pas le motif du visiteur, c'est très clair. C'est plutôt l'immersion, voire l'hommage, voire une forme de pèlerinage régulier, puisque je vais vous parler d'un autre lieu qui est en fait la tombe de Tolkien, qui n'a pas l'air d'être lié à sa fiction, plutôt à sa personne. Mais sa femme et lui ont marqué sur leur tombe le nom de 2 personnages qui sont les ancêtres d'Aragorn, Beren et Luthien, qui ont une très belle histoire d'amour dans d'autres écrits que Le Seigneur des Anneaux. Et les gens viennent sur la tombe, certes de Tolkien, mais aussi de Beren et Luthien. Et pour avoir vu des personnes du coup qui s'y déplacent et qui parlent en elfique, ça a un côté quand même très impressionnant, presque ritualisé, qui peut sembler ridicule effectivement quand on sort du contexte. Mais quand on est à l'intérieur, il y a quelque chose de très solennel qui arrive, même pour l'observateur, le chercheur-observateur qui est présent. Et quand le lieu, du coup, ne peut pas être modelé par la fiction, c'est plutôt la fiction qui vient à lui, avec les costumes, les objets. Alors ça, je ne vais pas vous en faire la liste. Vous les connaissez tous plus ou moins. Dans la pratique de la reconstitution, on a des mélanges entre la fiction et l'histoire. Vous avez des Templiers quelque part, il y aura des Nazgûl pas loin. Dans les pratiques de célébration de Tolkien, on aura forcément des robes qui vont être très réalistes, qu'on aura achetées, qui vont être les plus historiques possibles, et un petit bijou dit elfique qui va arriver quelque part, on ne sait pas pourquoi. Je ne vous parle même pas de la contamination de l'imaginaire celtique là-dedans. Je sais qu'en Bretagne, vous allez avoir des objets un petit peu kitsch qui vont arriver partout. Bon, mais ça n'est pas seulement dans le costume que ça arrive. Le corps est aussi transformé par l'apparition de tous les objets dérivés. Évidemment, c'est pas propre à Tolkien, mais c'est quand même intéressant de le noter. Le fait que chacun ait son anneau unique, ce qui semble quand même assez paradoxal, mais on peut acheter son anneau unique. L'objet est unique par la référence fictionnelle, mais en même temps, il est démultipliable à l'infini. Et on voit vraiment la transformation du rapport au corps à travers ce rappel de la fiction, à travers lequel on se forge une identité un petit peu particulière. Ça, on va y revenir. Donc, pourquoi cet imaginaire donc est plutôt qu'un autre ? Tous ces costumes, en fait, tous ces objets dérivés, ces lieux de pèlerinage, etc., s'inscrivent dans une perspective qu'on appellera transfictionnelle. Transfictionnelle, c'est un concept qui a été développé par Anne Besson, donc dans Constellation. Et c'est l'une des qualités des personnages, notamment, de l'œuvre de Tolkien. Alors, je vais vous l'expliquer. Tous les personnages fictionnels ne peuvent s'extirper de leur contexte d'origine. Pour pouvoir s'extirper de leur contexte d'origine et se balader un petit peu partout dans les références collectives, ils doivent être à la fois reconnaissables et en même temps protéiformes. Alors c'est un petit peu compliqué pour des personnages de la littérature réaliste, par exemple. Anne Besson les dit pleins, c'est l'adjectif qu'elle utilise. Vous imaginez Anna Karenine ou Emma Bovary, c'est un petit peu compliqué, ce sont vraiment des personnages qui fonctionnent dans leur contexte. Mais par contre, pour des hobbits ou des elfes qui peuvent être réduits à leur grammaire physique ou morale, c'est beaucoup plus simple. Ils présentent, et là je recite Anne Besson, des spécificités qui jouent dans le sens de leur effacement autant que de leur épiphanie. Bon, vous prenez juste l'exemple des Hobbits, de Galadriel ou de Tolkien, vous voyez très bien, de Théoden, pardon. Vous arrivez tout de suite à vous les figurer dans votre esprit. Quand vous avez vu les films, vous connaissez les livres, il y a Galadriel toujours très belle, très grande, les grands cheveux blonds, une grande robe blanche et qui va toujours être sage. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Et là, on peut la transporter dans tous les contextes différents. Gandalf, c'est le pire, on l'a transporté dans beaucoup de contextes. Mais bon. Donc, l'adaptabilité justement de ces personnages, vu que le fait qu'ils sont transfictionnels, explique vraiment la longévité, la vitalité des personnes, de leur vitalité dans l'esprit des lecteurs. Et cette pratique-là, cette première pratique, quel sens elle aurait ? Eh bien, je dirais déjà de rappeler l'objet unique. On porte avec soi ou on se rappelle cette espèce d'objet fictionnel adoré. On porte son imaginaire avec soi, d'accord ? Mais je dirais aussi que
bizarrement, la fiction nous permet ici d'aiguiser notre curiosité pour ce qui nous entoure, parce que finalement, même si on veut voir la Terre du Milieu, c'est quand même la Nouvelle-Zélande qu'on va voir. Surtout, on se crée une identité qui est spécifique, à la fois individuelle, puisqu'on est ce qu'on porte. Je vous ai pas ramené de petits pins, mais j'aurais pu avoir un petit pins de Tolkien, moi aussi, ou que sais-je. Mais c'est aussi une identité commune, puisqu'on appartient à un cercle de référence particulier. On retourne, du coup, on passe par le monde secondaire, qui est, pour Tolkien, en fait, la fiction, et on retourne dans le monde primaire, qui est le monde réel, pour se réadapter avec les références qu'on a ramenées. Voilà. Alors, ça, c'était les premières incursions. Les deuxièmes incursions sont celles dans l'espace artistique en général, ou dans l'imaginaire artistique. Alors ici, je ne vais pas vous parler des adaptations propres de Tolkien, mais vraiment des réappropriations par les lecteurs, par les récepteurs de sa fiction, de toutes les manières possibles, toutes les transformations qu'ils ont faites. Alors, le problème avec les appropriations de l'univers de Tolkien, c'est d'abord la légalité, puisqu'on a deux ensembles, la Middle-earth Enterprises et la Tolkien Estate, qui sont tenus par les héritiers qui ne permettent pas de faire ce qu'on veut avec sa fiction, mais fort heureusement, beaucoup d'autres pratiques existent. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ce cadre légal entre en contradiction avec un rêve qu'avait Tolkien, et là, je vous ai donné une citation avec, la traduction de mon cru. Il a avoué ça une fois, peut-être qu'il aurait voulu l'avouer plusieurs fois. Je vous le lis en français. « Ne riez pas, mais il se trouve qu'un jour, mon orgueil est depuis longtemps retombé, j'ai eu l'idée de créer un corps de légende plus ou moins connecté allant du grand récit cosmogonique au conte de fées romantiques. Ces cycles auraient été liés en un tout majestueux et auraient pourtant laissé de la place à d'autres esprits, d'autres mains, maniant le pinceau ou l'archer ou bien la scène. Absurde. » On m'y rêvait quand même d'avoir, de voir sa fiction, son imaginaire se prolonger au-delà de lui-même. Et ça s'est fait. Alors je vais essayer d'aller vite parce que là, il y en a beaucoup, le corpus est gigantesque. On a tout d'abord, évidemment, des appropriations picturales qui ont été faites sous sa férule puisqu'il a chapeauté certains illustrateurs, certaines illustratrices, en fait, notamment Marie Fairbairn ou la reine Margrethe II du Danemark, qui a fait des illustrations pour lui, qu'il aimait beaucoup. Évidemment, je peux vous citer ceux qui ont contribué à la vision cinématographique de son univers, Alan Lee, John Howe ou Ted Nasmith. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est vraiment les innombrables amateurs, entre guillemets amateurs, c'est le terme problématique, qui s'amusent à développer des images autour de lui, plus ou moins bien faites, plus ou moins, techniques, plus ou moins drôles, etc. Beaucoup sur Internet, mais qui parfois deviennent, comme celle que je vous montre à l'écran, de véritables artistes. Jenny Dolphin, qui a fait cette œuvre d'art-là, c'est une partie du Silmarillion qu'elle a mise en image. Au départ, c'est une prof de latin. Elle s'est amusée à dessiner et puis elle a appris à dessiner. Depuis, elle est devenue assez célèbre dans le milieu tolkienien, je dirais. Et ce qui est intéressant chez elle, justement, c'est la porosité des frontières entre le réel, puisqu'elle s'amuse à dessiner en cours quand ses élèves font leurs examens. Elle dessine, elle leur montre après ce qu'elle a fait. Et notamment, comme elle reprend exactement le même style dans ses œuvres qu'elle fait sur Hannibal, et sur les guerres puniques, on voit régulièrement ces images de faits historiques et de faits fictionnels qui se superposent avec exactement le même style, la même grammaire, la même position de personnage. C'est très impressionnant. Et on voit justement à la fois la porosité du coup des limites entre fiction et réel, mais en même temps une vraie question qui va se reposer plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on fait de Jenny Dolphin ? Est-ce que c'est une amatrice en art finalement ? Est-ce que c'est une artiste ? Elle a commencé en amatrice, certes, sur Internet, mais finalement, maintenant, elle est assez connue et vous allez voir que le cas est plus problématique sur d'autres personnes. Alors, je vais passer rapidement sur les appropriations ludiques, puisqu'elles sont plus dans un marché de jeux vidéo qui fait que c'est compliqué de leur donner un lien qui est seulement, un lien entre la fiction, le lecteur et la manière dont il veut transformer la fiction, comment il veut se l'approprier. Je vais passer plutôt sur les appropriations littéraires. Alors évidemment, on peut vous citer des milliers de personnes qui ont utilisé la grammaire tolkienienne pour se l'approprier. Tout le genre de la fantasy, évidemment, s'en relève. On peut citer
comment dire, Ursula Le Guin, Ballantine, etc., etc., il y en a plein. Notamment, moi, je vais juste vous citer un Russe que personne ne connaît qui s'appelle Nick Perumov, parce qu'il a pu s'approprier et réécrire et publier, lui, il a eu le droit, une réécriture donc, du Seigneur des Anneaux qu'il a faite. Et pourquoi il a pu? Parce qu'en Russie, les normes sont différentes au niveau des droits d'auteur, et donc il a fait ce qu'il voulait. Voilà. En revanche, comment dire, je pourrais vous citer aussi des poèmes qui sont écrits en elfique dans une revue qui s'appelle, si je le prononce bien, pardonnez ma prononciation en elfique, le Tialetielelieva. Donc des gens qui écrivent. Tolkien a donné une grammaire, ils font des phrases, voilà. Et notamment le cadre illégal qui est particulier, vraiment illégal celui-là, c'est celui d'Internet. Je ne vais pas vous raconter le nombre de fanfictions que j'ai dû parcourir pour essayer de faire mon étude là-dessus, mais c'était très très long. Il est très intéressant ce pan-là d'un point de vue, je dirais, plus psychologique ou individuel, voir comment les gens grandissent et s'approprient la fiction en eux-mêmes. Ça, je ne vais pas en parler. En revanche, je vais juste relever le fait que, encore une fois, les questions de qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce qu'un auteur, qu'est-ce qui est publiable, qui sont des questions éminemment importantes et finalement éminemment sociales, reviennent dans cette espèce de niche, puisqu'on a des stratégies d'écriture qui sont développées par beaucoup d'auteurs qui finalement sont des stratégies d'auteurs, mais ils ne pourront jamais être publiés, alors que finalement, il y a quelques siècles, une chanson de geste sur un personnage qui avait été écrit par quelqu'un d'autre, c'était tout à fait possible, voire même un siècle en arrière, les droits d'auteur étaient très différents, mais ici, une réécriture sur Internet n'aura pas le statut d'œuvre, alors qu'elle peut concrètement valoir une œuvre publiée. Et encore une fois, la valeur. Enfin, vous voyez, toutes ces notions sont très problématiques, mais elles sont présentes vraiment au cœur de toutes les appropriations artistiques de Tolkien. Alors, je passe rapidement, j'aurais pu vous faire exactement le même état des lieux sur les appropriations musicales. Le nombre de gens qui relèvent aussi, qui s'amusent à donner des références à Tolkien, soit c'est reprendre vraiment ses poèmes et les mettre en musique, soit c'est juste faire des références. C'est intéressant de noter que certains ensembles musicaux sont agréés par la Tolkien Estate. Donc on a le Tolkien Ensemble, etc. On a notamment Mark Romberg, je suis pas sûre qu'il soit agréé, mais lui c'est un compositeur de classique et qui est passé dans de très grandes salles dans toute l'Europe avec ses mises en musique de la création du monde en musique justement par Tolkien, etc. Donc là-dessus c'est très intéressant. Bon, si vous voulez vous amuser en revanche, vous pouvez essayer de remarquer dans tous les groupes de métal qui existent toutes les références à Tolkien. Je vous en cite quand même quelques-unes parce que je trouve ça très rigolo. Bon, Blind Guardian, c'est pas un nom particulier par rapport à Tolkien, mais ils ont fait beaucoup de chansons. En revanche, Narcillion, Gorgoroth, Kirithungol, Amon Amarth, bon, les trois dernières que je viens de vous citer, c'est des régions du Mordor, on est très sérieux là-dessus. Burzum, alors Shagrat, c'est le chanteur de Dimmu Borgir, et Shagrat, c'est un orque dans Le Seigneur des Anneaux. Bon, on voit tout l'imaginaire quand même qui s'est adapté. On ne sait plus trop si vraiment c'est Tolkien qu'on est en train de chanter. Je sais pas si Tolkien aurait aimé le métal, mais en tout cas, on est en train de rendre hommage à quelque chose ici. Alors, pourquoi est-ce qu'encore une fois, cet imaginaire-là a été mis en avant, réutilisé, approprié plutôt qu'un autre? Alors, je pourrais vous parler de nouveau, encore une fois, de transfictionnalité. Je vais aussi vous citer quand même quelque chose qui est intéressant. C'est la tendance de l'univers de Tolkien à la sérialisation, au fait de se développer en série. Alors, les adaptations actuelles, le fait qu'il y ait une série prochaine qui arrive, etc., le prouvent déjà que son univers peut s'étendre à l'infini, mais à l'intérieur même de son œuvre, c'est quelque chose qui existe. Le fait que les générations se succèdent, des générations de personnages gigantesques qu'on peut connaître par cœur, qui parfois ont des trous, on a envie de les remplir, bon, mais des choses qui s'étendent dans l'infinité du temps. Le fait que les parcours des personnages soient constamment entrelacés dans l'espace de la Terre du Milieu donne une impression de vertige. Tout cela contribue au fait que l'univers tend à s'étirer et laisse au lecteur aussi en même temps, puisque Tolkien ne pouvait pas tout écrire lui-même, il était quand même fini, lui au contraire, mais il a laissé au lecteur la possibilité d'être des acteurs dans l'imaginaire en question et de le transformer, de combler les trous, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a créé une grammaire, on fait les phrases. Le sens que je pourrais donner à ces incursions dans l'espace artistique, pour moi, comment dire,
elle a des rôles très différents. Enfin, l'imaginaire de Tolkien a des rôles très différents dans la manière dont les artistes l'utilisent. Déjà, je dirais, et ça on pourra certainement en discuter, mais que l'imaginaire de Tolkien, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, est devenu une espèce de nouveau repère universel qui cimente des communautés qui finalement sont très éparses, très éclatées, mais qui sont mondiales. On avait auparavant la mythologie gréco-romaine pour un monde européen. Aujourd'hui, l'univers de Tolkien, comme celui de Marvel, comme peut-être beaucoup d'autres, font partie de ces imaginaires mondialisés qui forgent une espèce de culture planétaire. Et en même temps, je dirais que d'un point de vue plus individuel, ici, on dézoome, ou plutôt on zoome, non, à l'inverse, son imaginaire est une espèce de canevas d'apprentissage individuel. Alors d'un point de vue psychologique, puisque les personnages grandissent avec nous, on les réécrit, on a envie de les sauver, etc. Ça, c'est quelque chose que Pierre Barrière développe beaucoup. Sa première phrase dans Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer, du coup elle est morte, Geneviève, c'était « Je ne me suis jamais remis de la mort de Geneviève ». Bon, bah, on a chacun un personnage fictionnel dont on s'est jamais remis, voilà. Là, c'est exactement la même chose. À la fois, il y a ce canevas d'apprentissage psychologique où on apprend à gérer le rapport à l'autre, le rapport au réel grâce à la fiction. Et en même temps, c'est aussi un lieu d'exercice de style où beaucoup d'auteurs, d'artistes vont apprendre par le pastiche, par la réécriture à développer leur propre talent. Et ici, il y a quelque chose de très intéressant dans le fait que le monde de Tolkien soit ouvert et il permet justement cette appropriation. Et en dernier lieu, comme je l'ai dit, l'imaginaire de Tolkien est vraiment un lieu de questionnement sur l'art en lui-même, sur l'évolution des notions artistiques. Qu'est-ce qu'un auteur? Qu'est-ce qu'un artiste? Qu'est-ce qu'une œuvre? Qu'est-ce qui est publiable ou pas? Je vous l'ai déjà dit, donc, mais là je le répète, effectivement, toutes ces questions ne sont plus si évidentes. Alors ça participe de notre époque, avec l'ère d'Internet et à la manière dont nos technologies évoluent. Mais vraiment, la niche Tolkien est un endroit où toutes ces enjeux se cristallisent. Ça, merci. Je vais aller sur ma dernière partie, je vais aller vite. Et pourtant, c'est la plus rigolote, mais c'est pas grave. Alors, les incursions, du coup, dans l'espace social, un nouveau tissu communautaire. Alors, il y a beaucoup de preuves d'utilisation de Tolkien à la fois en politique, mais aussi en général dans un espace communautaire. Alors je vous cite le fait quand même que Tolkien lui-même avait pour but au départ de créer une mythologie pour son pays, même s'il a abandonné ce but-là, c'était quand même une critique qu'on lui faisait très régulièrement. Michael Moorcock disait que son œuvre c'était plutôt une sorte de Merry England, donc ça donne pas très envie dit comme ça. Et il a même gagné le prix du livre le plus aimé par la nation anglaise, ce qui est quand même assez révélateur. Juste petite anecdote aussi pour les Français, la chaîne Tradition Patriotisme, qui normalement ne sort que des chants militaires français très traditionnels, donc sur YouTube, a sorti sa version du chant des nains. Voilà, je m'y attendais pas, mais je l'ai trouvée, je l'ai découverte et je me suis dit, bon, c'est la chanson du film, donc du Hobbit, mais il y a quelque chose de très amusant de voir que l'imaginaire tolkienien a été repris pour la tradition et le patriotisme, voilà. Bon. Alors, je pourrais vous parler beaucoup aussi également du mouvement de la contre-culture hippie lors de la guerre du Vietnam en Amérique, qui a repris énormément l'imaginaire de Tolkien. Là, c'est un tag que vous retrouvez d'époque, pour le coup, qui a repris des thèmes comme la lassitude de Frodon par rapport à la lassitude de la guerre du Vietnam, l'écologie, l'amour de la drogue aussi. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses. En tout cas, la Terre du Milieu a été l'épanouissement de la conscience politique et sociale de toute une génération américaine, voire même de leur modèle de moralité. Et ici, il y a beaucoup de choses intéressantes. Je vous cite également le fait qu'un logiciel d'espionnage politique s'appelle Sauron. Voilà, juste comme ça. L'imaginaire a fait le pas entre l'image de l'œil et la réalité informatique, mais le lien est très pertinent, l'image fonctionne très bien. Je cite rapidement également le fait que l'œuvre de Tolkien est une œuvre qu'on peut appeler une œuvre de paralittérature, puisqu'il est à la fois très universitaire, très classique dans son écriture, mais en même temps son public et populaire. On l'a critiqué parce qu'on considérait qu'il n'écrivait pas assez pour l'université. C'était un passe-temps. Le fait que sa littérature aussi s'inscrive dans le genre de la fantaisie, tout cela est très révélateur. Son premier lectorat était très détaché des institutions littéraires. Et aujourd'hui, alors c'est plus facile en Angleterre d'étudier Tolkien, mais en France, ça reste quand même, il y a beaucoup de haussements de sourcils. Voilà. Dernière chose sur laquelle je veux quand même vous parler, et ça me semble être la plus importante, les pratiques communautaires autour de la Terre du Milieu. Alors, j'ai recensé une bonne trentaine de communautés autour de Tolkien en Europe seulement.
Je ne sais pas comment ça se passe dans le monde. Bon, elles sont toutes chapeautées par la Tolkien Society en Angleterre. Il y a une faculté des études elfiques. L'association, juste pour vous dire, l'association hongroise a été considérée d'utilité publique. Pourquoi, je ne sais pas, mais elle est d'utilité publique. Sait-on jamais. Le public de ces communautés en général est très disparate. C'est des gens d'âge très différents, de métiers très différents, qui sont souvent lecteurs. En général, moi ce que j'ai pu observer dans les communautés, on a beaucoup de rituels qui se développent, de lecture, de débats, de chants aussi. C'est assez curieux, il y a un côté parfois assez religieux lors d'une partie de ces moments-là. Ce qui est intéressant en tout cas dans ces communautés, c'est que leur construction en fait est tout à fait traditionnelle. Leur attitude n'a rien à voir avec l'imaginaire en lui-même, elle relève juste de la logique de société. On a dans la communauté des savants, des rapports d'autorité et d'hiérarchie, des rituels, des polémiques aussi qui construisent la solennité, le sérieux en fait de la communauté en question, des débats, le fait aussi qu'il y ait de l'argent en jeu, c'est potentiellement intéressant aussi pour regarder les rapports humains. Ce qui devient intéressant quand on les étudie, et du coup là je vais finir là-dessus, c'est que la fiction constitue pour eux une sorte de canevas de relations sociales, avec le fait qu'il y ait une érudition, une polémique qui se développe, ça crée une identité commune pour les récepteurs par le biais de la référence à l'imaginaire. Donc la fiction, en plus, donne du sens à la rencontre de personnes qui sont totalement éparses, qui ne relèvent plus d'aucun groupe social distinct dans la société, mais qui se rassemblent entre eux. La fiction devient, en fait, en un sens, un prétexte à un nouveau tissu communautaire. Et même encore, je dirais qu'elle fonctionne comme un nouvel espace transitionnel, et je vais finir là-dessus, promis, puisque, en fait, la fiction, littéralement, court-circuite les conflits. Il y en a, évidemment. Il y a des formes de débat avec des sujets très sérieux en creux. Je vous donne l'exemple. Le personnage de Fëanor dans le Silmarillion, est-il coupable ou pas? Le grand débat, c'est du coup l'articulation entre la morale et l'action. C'est quand même un sujet très sérieux s'il en est, et on en débat à peu près tous. Mais il n'empêche que, comme la fiction n'a aucune prise avec le réel, on peut finalement en discuter. Les sujets de débat fondamentaux sont là, sont présents, sans risque de controverse. Juger Fëanor, c'est pas la même chose que juger Napoléon. Il n'y a pas les mêmes enjeux. Bon. Et le fait qu'on soit dans un espace fictionnel, l'espace transitionnel, je vous l'ai pas dit, c'est un concept de Winnicott, mais voilà. Mais donc le fait qu'on soit dans cette espèce d'espace fictionnel, ça canalise toutes les émotions et les enjeux, ça les court-circuite. Vous pouvez avoir un débat très sérieux qui pourrait tourner au vinaigre, voire à bien pire, dans bien d'autres contextes. Mais là, on est dans la fiction et du coup, hop, on s'arrête, on reprend sa bière, on va parler d'autre chose, etc. Donc la fiction en elle-même semble être une forme de cadre, un cadre qui me semble, moi, extrêmement important pour souder les communautés. Et elle me semble, du coup, avec cet exemple de niche, je l'étends à la notion même de fiction, elle me semble nécessaire à la structuration à la fois de soi-même, mais aussi de l'espace social. Et je m'arrête là, je vous remercie.